réussite de l'œuvre du point de vue de sa valeur morale repose en grande partie sur le fait qu'elle nous conduit à imaginer avec une grande intensité une situation, particulièrement en engageant nos émotions. En cela, cette œuvre déploie sous leur forme complète les procédés demeurés à l'état embryonnaire dans la petite narration de Williams, les dilemmes explorés étant bien évidemment similaires dans les deux cas. La lente découverte de la vérité par Stingo à propos du passé de Sophie ainsi que sa curiosité, en partie sexuelle, sont la lentille à travers laquelle le personnage de Sophie est vu. Et par là, nous en venons à ressentir la curiosité de Stingo à son propos et l'empathie qu'il manifeste pour sa situation. Les couches de souffrance se décollent pour mettre à nu les strates plus profondes de désespoir. C'est pourquoi la révélation finale de son choix apparaît comme le paroxysme dévastateur, du point de vue émotionnel d'une succession d'horreurs. Tout cela est mis en valeur par le contrepoint permanent de la vie urbaine du New York de l'après-guerre. L'accumulation de détails augmente le crescendo de la tension émotionnelle du choix. Eva est associée de manière constante à sa flûte et à son miss, son ours en peluche, borgne et amputé d'une oreille, et c'est à eux qu'elle s'agrippe encore lorsque sa mère consent à sa mort. Les détails du choix sont exposés dans toute leur particularité et avec force. Ils sont symboliquement représentés à travers le sol abrasif et la métaphore de la greffe. Sophie, face à ce choix, ne pouvait pas croire que tout cela fût réel. Elle ne pouvait croire qu'elle était maintenant à genoux sur le béton rugueux qui lui mordait la peau, serrant à les étouffer ses offrandes contre elle, si fort qu'il lui semble que, malgré l'épaisseur de leurs vêtements, sa chair allait se greffer à la leur. Une incrédulité absolue, démente, l'accablait. De telles techniques stylistiques révèlent la différence entre l'exercice simplement intellectuel des expériences de pensée philosophique générale et les scènes littéraires pleinement réalisées qui peuvent faire apparaître comme intenables certaines théories philosophiques. Conclusion. 3 sortes d'exemples d'éducation éthique ont été discutés. Un cas d'argument typique de la vie ordinaire, un exemple employé par un philosophe et une instance à l'intérieur d'une œuvre littéraire. Leur point commun est qu'ils montrent la possibilité d'un apprentissage éthique à travers l'exercice de l'imagination combiné avec l'utilisation de l'universalisation. D'une certaine manière, ils s'inscrivent dans une continuité. Nous allons progressivement vers des procédés stylistiques et littéraires afin de rendre ces expériences imaginaires plus vives, précises et plus puissantes, et en même temps, et non par hasard, plus instructives du point de vue cognitif. En déployant la pleine force de l'imagination affective et sensitive, on peut nous faire ressentir le caractère mauvais, bon ou même absolument impondérable de certains choix moraux, et par là apprendre au travers de l'imagination. Le cognitiviste esthétique affirme que les œuvres d'art peuvent participer à l'éducation, et en le faisant sous certaines conditions, elles acquièrent un mérite esthétique. Or, comme le montre l'exemple de l'éducation éthique, l'imagination joue un rôle crucial dans ce processus cognitif. On a montré que la fonction de l'imagination pour l'éducation au travers d'œuvres d'art, loin d'être mystérieuse, est plutôt un trait commun à l'éducation éthique dans la vie ordinaire et dans les expériences de pensée philosophique. On a pu voir aussi comment les procédés littéraires, en plus de contribuer à la valeur esthétique des œuvres, fonctionnent cognitivement pour augmenter la précision de l'imagination déployée dans l'éducation éthique. Le rôle de l'imagination dans l'éducation éthique révèle de manière exemplaire la rectitude de la conception cognitiviste esthétique à propos de l'art. Roger Pouévé, esthétique modale. La dispute sur les réponses à donner à la question « Les œuvres d'art nous apprennent-elles quelque chose ?» autrement dit la controverse sur la valeur cognitive de l'art est ancienne. Le cognitivisme esthétique répond par l'affirmation. Selon Berry Scout, il conjoint 2 thèses. La première épistémique consiste à dire que l'art peut nous apprendre quelque chose qui n'a rien de trivial. La seconde esthétique affirme que cette capacité à nous apprendre quelque chose détermine en partie la valeur esthétique de l'art. Je laisserai de côté la seconde affirmation. Je me limiterai à ce qu'on peut appeler l'épistémologie de l'art, en mettant l'accent sur la relation entre art et connaissance. J'entends faire quelques remarques sur la façon dont l'art peut nous apprendre quelque chose et sur ce qu'il peut nous apprendre. La trivialité de l'art. La thèse que l'art peut nous apprendre quelque chose a été mise en question.
On peut en effet aisément remarquer que la musique purement instrumentale ou les arts non figuratifs ne nous apprennent rien au sens où le peuvent manifestement un roman ou une pièce de théâtre. Il reste qu'une certaine conception cognitive de l'art permet de soutenir que même la musique purement instrumentale et les arts non figuratifs nous apprennent quelque chose. Cela suppose que nous refusions d'identifier apprendre quelque chose et acquérir un savoir propositionnel. Dans cette veine, Nelson Goodman affirme: en grande partie, la connaissance a pour but autre chose que la croyance vraie ou une croyance quelconque. Quand on trouve dans une image de forêt un visage dont on savait déjà qu'il était là, ou quand on apprend à distinguer les différences stylistiques entre les œuvres déjà classées d'un artiste, d'un compositeur ou d'un écrivain, ou quand on examine un tableau, un concerto ou un traité jusqu'à avoir, entendre ou saisir des caractéristiques et des structures qu'on n'arrivait pas à discerner auparavant, alors dans tous ces cas, on accroît la pénétration et la portée de l'entendement plutôt qu'on ne change de croyance. Le progrès dans la compréhension peut signifier non pas découvrir des vérités, mais une nouvelle façon de voir les choses. Cela nous permet peut-être de saisir des propriétés des choses que nous serions sinon incapables de percevoir avant d'avoir développé ce qu'on peut appeler la compréhension esthétique. Cette sorte de compréhension ne peut pas être circonscrite aux arts narratifs et représentationnels, principalement aux arts littéraires ou aux films. Elle vaut aussi pour la peinture, la sculpture, l'architecture et la danse. La conception goodmanienne du cognitivisme esthétique est généreuse puisqu'elle conduit à une forme de pluralisme ontologique. Par exemple, il dit: quand nous sortons d'une exposition d'œuvres d'un peintre important, le monde dans lequel nous pénétrons n'est pas celui que nous avons quitté quand nous sommes entrés. Nous voyons tout en fonction de ses œuvres. On peut étendre cette conception à la danse, par exemple. Voir le duo de Preljocaj, Annonciation, change notre appréhension de différentes choses dans le monde, y compris sûrement la notion chrétienne d'annonciation, même s'il n'est pas aisé de dire comment ou même ce qui est modifié. Même si j'ai une certaine sympathie pour la thèse de Goodman, je me demande s'il n'exagère pas quelque peu. Le monde dans lequel je reviens en sortant du centre Georges Pompidou est la même vallée de larmes que j'ai quittée avant d'entrer dans le bâtiment pour voir une exposition. Dire que le monde a changé est juste une façon croustillante de dire combien on a été impressionné par ce qu'on a vu. Ce n'est pas une remarque ontologique. Je m'accorde avec Goodman pour dire que les œuvres d'art comme symbole supposent la maîtrise d'opérations logiques et parmi d'autres l'exemplification littérale et métaphorique. Dès lors, l'appréciation esthétique non seulement est étroitement liée aux activités cognitives, mais elle est une activité cognitive. Comment pourrait-on jamais la décrire comme une expérience qui serait purement sensible, non rationnelle et non cognitive? Mais cela ne signifie pas qu'une exposition de peinture nous donne un accès à un autre monde, fait par un artiste, ni qu'un tel accès constitue le type d'accomplissement cognitif que l'art nous permet d'obtenir. Si le cognitivisme esthétique requiert le relativisme ontologique, comme le suggère Goodman, alors le coût métaphysique me paraît bien trop élevé. Je n'en dirai pas plus ici, car de toute façon, je vais me concentrer sur les narrations, y compris les fictions, qui ne supposent pas nécessairement la façon dont Goodman applique une conception cognitive à des œuvres qui semblent n'avoir pas de contenu cognitif. Dire quelque chose au sujet de quelque chose. Les narrations et les fictions prétendent nous apprendre quelque chose sous une forme qui ressemble à des propositions, sans que nous ayons à affirmer qu'elles nous offrent de nouvelles perspectives sur le monde, et surtout de nouveaux mondes à explorer, pour parler comme Goodman. Contre le cognitivisme esthétique, on peut aussi remarquer que ce qui nous frappe au sujet des fictions, c'est qu'un grand nombre d'entre elles, principalement les romans et les films, sont illusoires, vulgaires, immorales. Souvent aussi, elles sont ennuyeuses, justement parce qu'elles ne nous apprennent rien, qu'on ait déjà lu ou vu cela des dizaines de fois. Comment nous apprendraient-elles quoi que ce soit? Une façon de répondre à cette objection serait de nous inciter à nous concentrer sur les grandes œuvres. Nous examinerions seulement les meilleures œuvres, supposées les meilleures du moins dans l'histoire de la littérature, celles qui fournissent, dit-on, des leçons à l'humanité, comme Crime et Châtiment de Dostoïevski. Mais même quand on lit ce roman, qu'apprend-on? À supposer qu'il soit possible de déterminer quelle est la thèse défendue par Dostoïevski ou la thèse implicite dans le roman, indépendamment de ce que son auteur peut avoir voulu transmettre,
Quels sont les arguments qui permettent de prendre la thèse au sérieux et de la considérer comme une véritable leçon? Un critique littéraire ne se préoccuperait pas d'une telle question. Il chercherait seulement à discerner la signification globale du roman. Il ne chercherait pas à indiquer à travers un argument composé de 3 ou 4 énoncés ce que le roman de Dostoïevski nous montre. On ferait ainsi pour montrer ce que les Principia de Newton ont permis à l'humanité de comprendre. Mais cela ne s'applique pas à un roman, même s'il nous apprend quelque chose d'important. Et même s'il y a quelque chose de juste à parler de la valeur cognitive d'un roman, comme Crime et Châtiment, est-il si évident que l'attention portée à sa signification globale nous apprenne quoi que ce soit? Si nous sommes incapables d'indiquer ce que nous avons appris, comme nous pourrions le faire s'agissant des Principia, pouvons-nous affirmer sérieusement avoir réellement appris quelque chose? Jérôme Stolnitz parle de la trivialité cognitive de l'art. Son exemple est Oedipe tyran, l'une des grandes tragédies grecques, une œuvre de la même dimension éducative que Crime et Châtiment, et l'une de celles que nous souhaiterions introduire dans un cours où la littérature est supposée jouer un rôle éducatif. Quelle est la signification globale d'Oedipe? L'œuvre peut nous apprendre que dans la vie il y a de l'inattendu, et que l'on ne sait jamais ce qui arrivera. Mais faut-il vraiment qu'on nous apprenne de telles choses? Nous les savons-nous pas sans qu'on nous les enseigne? La leçon d'Oedipe va-t-elle vraiment plus loin que ce que ma charmante boulangère et moi pourrions nous dire quand je lui achète une baguette? En voyant la première page de l'Est républicain, le quotidien local, je pourrais lui faire cette remarque profondément philosophique. Il y a bien des malheurs dans le monde. Et elle pourrait me répondre: « Oh monsieur, vous avez bien raison, et tant qu'il nous reste des jours à vivre, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il ait une vie heureuse. » J'ai simplement placé dans nos bouches exactement ce que dit le cœur dans Oedipe. Cela montre que les fictions, même les plus élevées, sont typiquement remplies de banalités, comme celles qu'on échange au cours d'une conversation quotidienne à la boulangerie. Cela vaudrait aussi pour Lord Jim de Conrad, ou pour Cris et chuchotements de Bergman. Comment ces œuvres pourraient-elles avoir quelque chose à nous apprendre? N'est-ce pas dans l'expérience quotidienne que nous acquérons les vérités profondes? Nous n'avons pas besoin des œuvres d'art pour acquérir cette sorte de sagesse. Les critiques du cognitivisme esthétique, sous ses différentes formes, ne sont donc pas sans fondement. Jérôme Stolnitz n'a pas tort de dire que, comparé à la science tout particulièrement, mais aussi à l'histoire, à la religion et à la connaissance quotidienne, la vérité artistique est un sport rabougri qui ne fait pas vraiment le poids. Mais ces critiques dont je me suis fait l'écho, le cognitivisme esthétique, me semblent correctes. J'accepte les deux thèses par lesquelles Berry Scout le définit. Que l'art peut nous apprendre quelque chose qui n'est pas trivial, et que cette capacité de nous apprendre quelque chose détermine en partie la valeur de l'art. J'accepte aussi que le cognitivisme esthétique ne se réduise pas seulement à ces deux affirmations. Il comprend aussi des opérations cognitives non propositionnelles, comme le montre Goodman, une activité cognitive et non des propositions auxquelles nous parviendrions. Dans mon livre Esthétique et logique, j'ai défendu l'idée corrélative que la compréhension et l'appréciation correcte des œuvres d'art supposent la capacité à saisir leurs propriétés esthétiques, ce qui constitue un processus cognitif. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai insisté dans mon livre Le réalisme esthétique sur l'importance de ce dont j'ai appelé des vertus esthétiques, qui sont apparentées aux vertus épistémiques. Comme ces dernières, les vertus esthétiques sont des dispositions acquises dont nous avons besoin afin d'appréhender les caractéristiques réelles du monde autour de nous, y compris des œuvres d'art. Je vois ainsi plusieurs bonnes raisons d'être circonspect au sujet du cognitivisme esthétique, sous ses différentes formes, mais je crois aussi que nos intuitions selon lesquelles l'art peut nous apprendre quelque chose sont en gros correctes. Différentes de celles que j'ai abordées dans les deux livres que je viens d'évoquer, une des raisons de défendre le cognitivisme esthétique consiste à mettre l'accent sur le rôle de l'imagination. C'est celle que je veux examiner maintenant. La résistance imaginative morale et la résistance imaginative modale. Beresgott défend la thèse cognitiviste en insistant sur le rôle joué par l'imagination. Il dit que l'imagination nous apprend quelque chose et que cela a une importance particulière dans la façon dont l'art peut nous enseigner, en guidant ce que nous imaginons. Gregory Curry défend quelque chose qui s'approche de cette thèse. Par exemple, la littérature est supposée nous aider dans notre poursuite naturelle de la connaissance.
Elle le fait en explorant différentes sortes de possibilités. Cela signifie que les fictions nous permettent de découvrir des possibilités logiques et conceptuelles, des possibilités humaines fondamentales, et cela en les imaginant. Cependant, Berisgout fait aussi cette objection. Il y a ici un problème de confirmation, car on pourrait imaginer que quelque chose puisse arriver ou soit permis, et que ce que nous imaginions soit erroné. Et si l'on peut se tromper en cela, on a besoin de recevoir une confirmation d'avoir correctement imaginé les choses. Si une fiction peut nous apprendre quelque chose, nous devons être à même de vérifier qu'elle ne nous trompe pas, afin de rejeter cette objection. Gott dit qu'il y a une façon dont l'imagination peut procurer un degré de confirmation dans des cas de ce genre. La façon d'apprendre quelque chose par l'imagination peut en partie s'expliquer par la manière dont nous donnons une réponse affective à des états de choses que nous imaginons. Ce que j'imagine est révélateur de celui que je suis. Toutefois, est-ce suffisant pour répondre à l'objection? Je n'en suis pas sûr. C'est exactement la raison pour laquelle, me semble-t-il, le cognitiviste esthétique a besoin de ce qu'on pourrait appeler une esthétique modale, un examen du genre de connaissances modales que les fictions rendent possible. Ce serait une branche particulière de ce que Peter van Inwagen appelle l'épistémologie modale. On dit souvent que nous entrons dans une sorte de faire semblant requis dans la compréhension de scénarios fictionnels, et qu'alors nous ne sommes pas contraints parce que nous tenons pour réels. Nous n'avons pas de problème pour imaginer que Sherlock Holmes résout des énigmes policières, qu'un archéologue nommé Indiana Jones, dont les étudiantes sont toutes amoureuses, a en plus des aventures extraordinaires, et qu'un Hobbit appelé Frodo Baggins possède un anneau magique. En imaginant des fictions, nous ne serions ainsi nullement contraints parce que nous tenons pour possible. Nous pourrions même faire semblant qu'un personnage peut revenir en arrière dans le temps. Les romanciers et les réalisateurs de films font croire aux gens, sans difficulté semble-t-il, à des scénarios imaginaires qui s'opposent à ce que manifestement ces mêmes personnes croient réellement. Sinon, le fantastique et la science-fiction ne seraient pas déjà populaires, comme le dit Gregory Curry. Cependant, même si nous ne sommes pas contraints par les faits, car nous imaginons des scénarios qui ne sont pas plausibles ou tordus, en revanche, nous avons vraiment du mal à imaginer des mondes fictionnels que nous tenons pour moralement déviants. Par exemple, nous aurions bien du mal à imaginer que le meurtre ou le vol peuvent être de bonnes choses. Si un personnage dans un roman est un meurtrier ou un violeur, comment serait-il jamais pour nous possible d'en avoir une image moralement positive? Nous résisterions à un scénario qui le présentait comme agissant de façon admirable. Même si je peux faire semblant que la Terre est plate, je suis en revanche incapable d'imaginer que le meurtre et le viol soient de bonnes choses. Certains philosophes à ce sujet parlent de résistance imaginative morale. Je ne vais pas discuter ici ce phénomène, s'il existe bien, ce que je crois à vrai dire. Ce qui pour le moment m'intéresse est seulement l'idée que le faire semblant, s'agissant de faits et non de valeurs, n'est généralement pas contraint. Cette affirmation est souvent donnée comme évidente par les philosophes qui réfléchissent à la notion de résistance morale imaginative, même si tous ne pensent pas que nous ne pouvons pas croire à volonté, parce que croire n'est pas une décision. Certains acceptent l'idée que nous pouvons à volonté stimuler les croyances en faisant semblant. Nous pourrions décider d'imaginer quelque chose comme possible. Je n'en suis pourtant pas sûr du tout.